Webinaire. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème surveiller ou éduquer vos enfants sur le numérique, comment trouver le juste équilibre. Donc il est 14h, on va bientôt commencer d'ici 1 ou 2 minutes. On attend que tout le monde puisse arriver tranquillement dans ce webinaire. Je vois que tout le monde dit bonjour dans les commentaires, c'est super. N'hésitez pas à vous saisir de l'espace chat pendant ce webinaire pour poser toutes vos questions. Hop, on va encore attendre une petite minute, 30 secondes, le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Peut-être qu'on peut commencer, qu'on peut se plonger dans le vif du sujet. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire qui a pour thème surveiller ou éduquer vos enfants sur le numérique et comment trouver le juste équilibre. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, quelques petites informations pratiques pour que tout se passe bien. Donc à titre informatif, c'est un webinaire qui est enregistré afin de permettre un replay pour celles et ceux qui voudraient le revoir et qui n'ont pas pu être avec nous en direct. Donc voilà, on aimerait bien savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas lorsque vous intervenez dans le chat à vous identifier avec votre prénom si vous n'êtes pas inscrit dans le chat avec votre prénom à la base, histoire de rendre l'échange un peu plus convivial. Et voilà, n'oubliez pas de partager vos questions et vos réflexions dans le chat. L'espace commentaire est là pour ça. Et il y aura d'ailleurs un temps de questions-réponses dédié pendant ce webinaire. Donc c'est le moment d'interagir, d'apprendre les uns des autres, toujours avec courtoisie et bienveillance, bien entendu. À noter enfin que les supports et les liens que nous allons mentionner pendant ce webinaire vous seront tous partagés par mail. Donc juste une petite précision, à la fin du webinaire, on vous enverra un formulaire pour que vous puissiez nous laisser votre adresse mail si vous souhaitez recevoir ce support qui comprend toutes les ressources qui vont être présentées aujourd'hui. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis Victoria Plein, consultante chez We Take Care, qui est une association qui a pour objectif de mettre le numérique au service du progrès social. Donc voilà, ces actions ont pour but d'ouvrir les opportunités du numérique à toutes et tous et d'améliorer l'accompagnement social grâce à la technologie. Donc pour ce faire, on a développé une plateforme pédagogique qui est 100% gratuite, qui s'appelle Les Bons Clics, qui comprend beaucoup de ressources pour monter en compétences soi-même ou pour aider des publics à progresser sur les compétences numériques de base. Et donc, sur Les Bons Clics, on a développé un média également qui aborde des sujets qui peuvent vous toucher, vous intéresser sur un tas de sujets divers, la parentalité numérique notamment, comme c'est le thème d'aujourd'hui, mais aussi la sécurité en ligne, par exemple, l'inclusion financière. Et pour finir, We Take Care mène aussi des missions de conseil qui entourent l'inclusion numérique auprès de structures. Je vois qu'il y a un commentaire qui dit « Excellente ressource sur Les Bons Clics », merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Thomas Romer, qui est du coup le directeur et fondateur de l'Observatoire et de la parentalité de l'éducation numérique. Donc, raccourci, ça fait Open. C'est une association qui est spécialiste des questions de protection des enfants au sein des univers numériques. Et c'est la première association française mobilisée à 100% autour de l'accompagnement des parents et des professionnels sur ces sujets-là de parentalité et d'éducation numérique. Donc, l'Open propose de nombreuses ressources, d'études, anime de multiples conférences en ce sens. Et passons au programme rapidement de ce webinaire. Donc, on va commencer par une petite introduction qui comprend un quiz pour se mettre un peu dans l'ambiance. On va également présenter rapidement le nouveau livre blanc de l'Open pour vous permettre un peu d'avoir un aperçu sur les principales conclusions de ce livre qui se penche sur la parentalité numérique en France actuellement. Et ensuite, place aux conseils pratiques et aux échanges directement avec Thomas Romer. Donc là, ce sera un temps vraiment interactif de questions-réponses. Donc, vous pouvez même dès maintenant poser les questions qui vous taraudent dans le chat. Comme ça, on aura une base de petites questions qui vont être répondues par la suite. Puis nous passerons pour finir à une petite démonstration de l'espace apprenant Les Bons Clics et de la thématique du coup parentalité numérique sur la plateforme. On va vous montrer comment utiliser tout ça par le biais d'une petite démonstration. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez en apprendre plus sur les meilleures pratiques éducatives pour gérer l'utilisation des technologies, savoir comment aborder les risques liés aux écrans en famille, que vous puissiez recevoir des clés pour savoir comment trouver l'équilibre entre surveillance et liberté quand on est parent.
Donc, ce qu'on vous propose tout de suite, c'est un petit quiz brise-glace sur un outil qui s'appelle WooClap. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous avez soit la possibilité de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et une fois que vous le scannez sur le site, vous avez un encart Join an event ou joindre un événement. Et on vous demande d'inscrire un code. Et ben, c'est le code qui s'affiche à l'écran, c'est Open 2024. Donc voilà, vous pouvez tout simplement renseigner ce code. On vous envoie également directement le lien dans le chat, ce que je fais tout de suite. Hop. Sinon, vous pouvez directement taper WooClap dans votre barre de recherche et encore une fois, renseigner ce code-là Open 2024. Hop, du coup, normalement, vous devrez avoir une première question qui s'affiche à l'écran. Hop, maintenant, qui est pensez-vous savoir quel type de contenu vos enfants consultent sur les écrans? Donc voilà, super, je vois que ça commence à répondre. N'hésitez pas à vous saisir de l'outil WooClap. Hein. C'est un outil qui permet cette interactivité-là, qui vous permet de répondre à des questions en direct avec votre téléphone ou votre ordinateur. Et moi, voilà, je peux afficher vos réponses en direct. Donc, vous pouvez taper WooClap et saisir le code Open 2024 si vous n'êtes pas encore dessus. Donc voilà, je vous propose de prendre encore quelques petites secondes pour réfléchir à cette question et y répondre. Hein. Voilà, pas besoin de suranalyser, trop réfléchir. Vous pouvez y aller avec votre première impression, votre premier ressenti. L'objectif, c'est de voir voilà, ce que vous percevez en tant que parents concernant les activités numériques de vos enfants. C'est une question voilà, qui peut révéler des sentiments de confiance. Et parfois, on peut être confiant sur notre capacité en tant que parent à connaître précisément l'activité. Je vois qu'il y a 30% des parents qui considèrent connaître précisément l'activité de leur enfant. Et parfois, on est plus ou moins confiant. Je vois que c'est la majorité des participants aujourd'hui qui répondent plus ou moins. C'est intéressant parce que là, on se base sur des ressentis qui sont subjectifs. Donc, parfois, on peut se surestimer ou se sous-estimer en la matière. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe souvent, qu'il y a un décalage entre ce que les parents pensent savoir de l'activité de leur enfant et la réalité. Et c'est un sujet d'ailleurs qu'on va aborder juste un peu après, quand on va vous présenter les résultats du livre blanc de l'Open. Donc voilà, toutes les réponses sont intéressantes à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut passer à la deuxième petite question, qui est à quelle fréquence discutez-vous des règles d'usage des écrans avec vos enfants? L'idée ici, c'est de réfléchir aux échanges que vous avez au quotidien avec vos enfants concernant les écrans. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent ou au contraire de manière très occasionnelle ou dont vous ne parlez jamais? Est-ce que voilà, vous avez l'habitude de poser des limites, de définir un cadre? Est-ce que vous échangez sur les conséquences du temps d'écran, ce genre de choses? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ça nous permet de mieux comprendre l'importance que chacun ici attribue à ces temps d'échange dans le contexte de la parentalité numérique qui est un défi. Donc là, je vois qu'il y a une majorité de participants qui répondent très régulièrement. Donc à noter qu'il y a un petit biais pendant ce genre d'événement. Ce qu'on remarque, c'est que les parents, souvent déjà plutôt renseignés sur les questions de parentalité numérique, c'est ceux aussi qui assistent à ce genre d'événement. Donc il y a un espèce parfois de biais de confirmation peut-être qui s'exprime ici. Mais en tout cas, merci pour vos réponses. Merci de prendre le temps de répondre à ce petit quiz. Hop. On peut, je pense, passer à la dernière petite question. Un mot pour décrire ce que vous ressentez face au défi de la parentalité numérique. Donc voilà, c'est un sujet qui évoque souvent des émotions diverses. Donc pareil, prenez un moment pour y réfléchir, pour trouver un mot qui résume votre ressenti. Donc ça peut être quelque chose de positif, mais là je vois que c'est plutôt des mots plus nuancés qui évoquent l'inquiétude ou l'incertitude qui sont exprimés. Hein. Voilà, tout mot est valable. L'idée, c'est vraiment de capturer la diversité des ressentis que vous avez face à ce défi. OK, il y a beaucoup de mots qui arrivent. Inquiétude, angoisse. Donc, on est plutôt sur un champ lexical assez négatif. Le mot résistance est intéressant. Méconnaissance, apprentissage énergivore. Compliqué, source de conflit, d'accord. Merci à tous pour vos participations. Hein. Donc, je pense que ce petit nuage de mots montre bien que la parentalité numérique est un défi avec son lot de questions, d'inquiétudes
et aussi parfois de solutions et de stratégies que chacun met en place. Merci beaucoup pour vos réponses. On va maintenant prendre quelques minutes pour présenter les principales conclusions du livre blanc de l'Open. Hop. Ok. Hop. Donc voilà, c'est une enquête qui croise les perceptions des parents et des enfants et qui permet de se rendre compte un peu de l'évolution de l'usage du numérique et des stratégies d'accompagnement parental. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, Thomas, à propos de cette étude. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Victoria, et merci à Wetaker pour cette initiative, ce webinaire autour de la parentalité numérique. Écoute, que dire de ce livre blanc? Il est issu des travaux qu'on a menés au travers de cette étude Ipsos qui est la continuité d'autres études que nous avons publiées, parce qu'à l'Open, on essaie d'être dans une forme de récurrence pour suivre un petit peu les évolutions sur le long terme. Donc c'est un baromètre qu'on appelle Parents, enfants et numérique et qui a permis en effet de mettre à jour les chiffres que nous avions publiés en 2021, donc juste au sortir des confinements. Et il est vrai que, comme souvent, ces études sont très riches d'enseignements et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans ce livre blanc, c'est-à-dire à la fois mettre un peu les grands enseignements de cette étude, et je pense qu'on va y revenir dans nos échanges, mais également d'inviter un certain nombre d'experts très différents. Vous avez des personnes de l'Éducation nationale, l'Association française de pédiatrie, mais aussi des membres du comité d'experts de l'Open, comme Arnaud Silla, comme Marion Haza, Jocelyn Lachance, qu'on a la chance d'avoir à nos côtés pour nous aider à réfléchir sur tout ce qu'on fait à l'Open et qui apporte, je trouve, un éclairage un petit peu comme souvent ce qu'on aime faire à l'Open, tout en nuances, afin de tout simplement inciter à une forme de réflexion face à ce que tu as très bien décrit au préalable, à savoir les questionnements que rencontrent les adultes quant à l'arrivée du numérique au sein de la famille et les difficultés parfois que ça occasionne dans la manière de gérer ça avec ses enfants. Merci. Donc, il y a plusieurs conclusions principales qui se dressent quand on se penche sur cette étude. Donc, l'étude montre tout d'abord que dès l'âge de 11 ans, 99% des enfants se connectent quotidiennement sur le web. Donc là, l'Open, qu'est-ce que vous recommandez pour encourager un meilleur suivi parental à ce niveau-là, sans pour autant nuire à la confiance parent-enfant? Écoute, c'est vrai que de toute façon, le rajeunissement, que ce soit en termes d'équipement, bien sûr, avec les premiers outils qui arrivent entre les mains de nos enfants de plus en plus tôt, mais aussi les connexions qui en découlent, c'est quelque chose qu'on observe déjà depuis un certain nombre d'années. De toute façon, il faut arrêter de se mettre des œillères. On vit dans une société qui est numérique et qui va l'être de plus en plus. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire. Et il me semble qu'aujourd'hui, les conseils, nous, qu'on essaie de passer le plus souvent aux parents qu'on rencontre par milliers sur le terrain et qui nous font le plaisir aussi d'aller sur notre site internet, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au cœur de pas mal de contradictions qui font que on équipe les enfants de plus en plus tôt. Je rappelle que l'âge moyen du premier smartphone, c'est 11,3 ans, selon cette dernière étude. Donc, une sorte de rituel de passage lors de l'entrée au collège. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser les critères motivationnels des familles. Et ce dont on se rend compte, c'est que souvent, le smartphone, par exemple, est un outil de réassurance pour les parents. Les parents nous répondent « Je veux pouvoir joindre mon enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Et là où le bas blesse, c'est que, après tout, pourquoi pas dans la démarche, mais que plus ces outils arrivent dans la vie des enfants, moins les adultes qui gravitent autour d'eux ne portent un intérêt à ce qu'ils font avec. Dans le sens où être parent, éduquer son enfant, il nous semble que c'est pas uniquement s'improviser un peu gardien du temps passé, ou bien tout simplement éviter qu'il arrive des choses à son enfant. Bien sûr, ça fait partie des composantes éducatives, mais aujourd'hui, quand on regarde un peu précisément les chiffres de notre enquête, on s'aperçoit que ce sont souvent les rares leviers sur lesquels s'appuient les parents
Et il nous semble que l'enjeu, il est vraisemblablement d'aller un peu au-delà, et notamment de s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'intérieur de l'écran, pour à la fois partager des temps d'écran avec ses enfants, pour se rendre compte de différentes choses, pour pouvoir mettre un cadre éducatif qui soit cohérent derrière, et puis pour éviter aussi d'être dans cette logique permanente de l'évitement du risque qui mène souvent à des comportements contradictoires. Et notamment, ce que montre l'enquête, c'est que pas mal de parents se préoccupent beaucoup de leurs enfants par le biais du numérique, avec plutôt une volonté de flicage, de surveillance, d'où la thématique de ce webinaire, pour trouver le juste équilibre, et notamment les systèmes de géolocalisation, etc., qui sont très plébiscités par les familles de plus en plus, et dont on voit bien qu'en fin de compte, ils ne permettent pas de renforcer le lien intrafamilial, et d'autant moins que souvent ça se fait dans le dos des enfants, et que quand on fait ça, c'est au risque souvent de perdre le lien de confiance. Et puis d'un point de vue réassurance personnelle, on s'aperçoit que ces outils, ces logiciels qui permettent de surveiller les enfants ne sont pas toujours, en fin de compte, une vraie promesse qui est faite technologique, parce que les enfants arrivent très bien à la contourner et en général n'apprécient pas tellement de se savoir géolocaliser, ce qui est logique, parce que nous autres adultes, quand on le vit, on n'apprécie pas trop non plus. Merci, oui, effectivement, à ce propos, l'étude montre que les parents s'inquiètent et se tournent vers des solutions de surveillance avec une augmentation des logiciels espions chez les parents. Donc tu l'as dit, c'est pas une solution efficace, mais plutôt un risque pour la confiance et l'éducation. Oui, c'est un risque d'autant plus que quelque part, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire être parent ? Être parent, déjà, il n'y a pas de baguette magique, hein, on apprend au jour le jour, et c'est vrai, c'était vrai avant le numérique et c'est vrai maintenant. Donc on est vraiment dans l'empirisme de la situation. Souvent, en plus, quand on a plusieurs enfants, on s'aperçoit que ce qu'on avait mis en place avec les premiers ne fonctionne pas du tout avec ceux qui suivent dans la fratrie. Et donc, les enfants sont plutôt doués pour nous rappeler qu'ils sont des êtres différents les uns des autres. Et ça, on a parfois du mal à en tenir compte dans notre approche et notre gestion du numérique. Et puis, évidemment, quand on réfléchit dans l'intérêt des enfants, il me semble que plutôt que de vouloir les fliquer, les protéger, l'enjeu, il est plutôt de les autonomiser. Ça me semble être le fondement même de tout principe éducatif. Notre job en tant qu'éducateur, parent, c'est d'autonomiser les enfants, de leur permettre de voler de leurs propres ailes dans ces univers, y compris univers ultra connectés. Et je pense que la géolocalisation, l'ultra-surveillance, et notamment ce chiffre assez alarmant qui ressortait de l'étude, 3 familles sur 10 qui installent des logiciels espions sur le téléphone de leur enfant après les en avoir équipés, c'est quelque chose qui est très problématique, parce que ça envoie comme image aux enfants un sentiment de défiance vis-à-vis de l'univers dans lequel ils grandissent, c'est-à-dire potentiellement tous les adultes qui gravitent autour d'eux, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. C'est quelque chose d'assez marquant quand même, et quelque part peu constructif et productif, parce que heureusement c'est pas la réalité. Heureusement il y a encore des adultes bienveillants qui gravitent autour de nos enfants. Et puis quelque part, une fois encore, quand on revient à la volonté et l'objectif premier d'être parent éducateur, c'est tout simplement de permettre de transmettre des compétences à nos enfants pour leur permettre d'évoluer de leurs propres ailes. Et en faisant ça, on ne permet pas, on leur met juste un fil à la patte pour se rassurer. Et globalement, ça génère souvent beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, voire même des transferts d'angoisse. On transfère nos propres angoisses, nos propres inquiétudes à nos enfants, ce qui est quand même un peu dommageable dans une relation de parent à enfant. Merci. Un autre élément intéressant qui ressort de l'étude, c'est que l'étude montre aussi que le numérique occupe une place de plus en plus importante dans un cadre scolaire, à l'école. Donc, par exemple, les enfants déclarent passer en moyenne 1h30 par jour sur leur smartphone pour l'école. Donc, d'un côté, on demande aux enfants de se déconnecter, et de l'autre, on leur impose ces outils pour leur scolarité, pour le bon suivi de leur scolarité. Et donc, peut-être que c'est un questionnement des parents parmi ces injonctions contradictoires. Comment, du coup, trouver l'équilibre ? En fait, ce que tu viens d'évoquer, ça fait partie des contradictions. Et les contradictions, heureusement, elles ne sont pas uniquement au sein des familles, elles sont aussi énormément présentes dans la société.
Je vais prendre un exemple complètement différent. On parle beaucoup des risques des écrans pour les tout petits par rapport à tout un tas de sujets d'ordre de santé publique, et c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus. Mais quand on emmène son enfant au service pédiatrique d'un hôpital, quel qu'il soit, la plupart du temps maintenant, les salles d'attente sont équipées d'écrans. Quand on emmène son enfant chez le dentiste, maintenant les dentistes n'ont pas envie de s'embêter à expliquer aux enfants ce qu'ils vont leur faire, donc on leur colle un écran au plafond, etc., etc. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'au final, la plupart de ces écrans, de ces outils numériques sont intégrés dans la vie de nos enfants, souvent uniquement dans l'intérêt des adultes. Jamais aucun enfant, on n'a pas encore vu d'enfant sortir du ventre de sa maman et avec un bras équipé d'un smartphone et qui est en train de faire un selfie. Ça n'existe pas encore. Et donc, quelque part, on introduit ces outils souvent à des fins d'intérêt personnel, que ce soit dans un enjeu de société ou institutionnel, comme tu viens de l'évoquer avec l'éducation nationale, mais quelque part aussi on véhicule pas mal de contradictions, et l'exemple que tu cites est vraiment là. On demande de plus en plus aux enfants pour l'école d'être équipés, d'être connectés. D'ailleurs, parfois les parents n'ont pas le choix. Derrière, on va leur dire que on va instaurer, comme on l'a vu à la rentrée dans certains établissements scolaires, une pause numérique. On va tester cette pause numérique, mais en même temps, l'éducation nationale fait passer à l'ensemble des élèves de 6e de France un test pour évaluer leurs compétences en mathématiques et en français, mais uniquement sur ordinateur. Et donc, on voit bien qu'en permanence, on est tiraillé sociétalement parlant, mais aussi au sein des cellules familiales par rapport à toutes ces contradictions. Et l'enjeu, je pense, aujourd'hui, il est peut-être de repenser tout ça collectivement, de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir à ce qu'il est important de séquencer comme pratique numérique, parce que les études scientifiques montrent clairement que dans certaines pratiques, dans certaines acquisitions de connaissances et de compétences, le numérique peut avoir un intérêt, mais pas dans toutes et pas pour tous les enfants. Et donc ça nécessite un peu une approche différenciée qui n'est pas simple à faire à l'échelle d'une grosse machine comme l'éducation nationale qui a 12 millions d'élèves, mais qui mériterait quand même qu'on s'y attarde un peu pour éviter de rentrer dans cette logique d'incohérence et de contradiction à la fois sociétale, parentale, qui souvent se retourne contre nos enfants, et ils nous le rendent bien, et ils ont bien raison, parce qu'ils nous disent « vous êtes sympa, mais c'est vous qui nous mettez ces outils entre les mains ». Donc le côté pas d'écran, pause numérique, etc. Quand on voit que même en maternelle, pas mal de gamins ont du mal à trouver un adulte quand ils se sont fait mal et qu'ils sont tombés dans la cour parce que tous les adultes qui surveillent la cour sont en train de regarder leurs réseaux sociaux. Évidemment, on est une fois encore dans une énorme contradiction, et plus que l'outil, une fois encore, ça doit nous interpeller sur la manière dont on l'utilise, et c'est vraiment ça l'enjeu de la parentalité numérique au sens large du terme. Merci. Je vois que ça fait déjà que ces propos sur les principales conclusions du livre blanc font déjà pas mal réagir dans le chat. Donc, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Et justement, ce qu'on vous propose maintenant, c'est tout simplement de vous laisser la parole, que vous puissiez poser toutes vos questions et que Thomas puisse essayer de répondre à ces interrogations-là. Donc, le chat est à votre disposition. Saisissez-vous de ce chat. N'hésitez pas à intervenir, à poser toutes vos questions. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises réponses, de mauvaises questions, de mauvaises réponses. Et puis, on va prendre un temps pour essayer d'y répondre. Peut-être en attendant que la première question arrive et que tout le monde puisse commencer à réfléchir, je peux poser une autre question à Thomas. Vous l'avez ça a été un peu évoqué, pardon, mais on peut s'interroger sur l'impact des usages numériques des parents eux-mêmes sur le comportement des enfants. Enfin, comment les parents peuvent incarner un modèle numérique sain dans leurs propres usages. Quand on raisonne en termes d'exemplarité, évidemment que l'exemplarité, elle est nécessaire, elle est très importante dans tout projet éducatif, que ce soit dans une dimension familiale ou institutionnelle comme à l'école. Et c'est vrai que il faut prendre le problème selon deux angles, selon moi. C'est-à-dire quand les enfants sont petits, je pense qu'il faut vraiment par principe raisonner dans le sens de ce que l'on sait, comment se développent les enfants, et notamment leur cerveau, et notamment quand ils sont tout petits, on sait qu'ils se développent par mimétisme. Donc on sait que toutes les mauvaises habitudes qui vont être prises
dans la plus tendre enfance vont être difficiles à défaire parce que on va faire naître des espèces de rituels et des habitudes desquelles il sera compliqué de sortir lorsque les enfants vont grandir. Et puis pour les adolescents, l'enjeu, il est avant tout, me semble-t-il, de retrouver une forme de cohérence éducative, parce que c'est vrai que, une fois encore, et avec l'exemple qu'on a donné de l'éducation nationale ou de Pronote et toutes ces applications qui sont très, très présentes dans leur quotidien aux enfants, on se rend bien compte que une fois encore, on les incite à se connecter, à utiliser ces outils. On va leur faire des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires pour dire « Oh là là, vous êtes que des petits cons, vous êtes tous accros à vos réseaux sociaux, à vos jeux vidéo ». Mais on est en train de déclencher exactement la même chose avec ces outils, puisqu'ils reçoivent des tonnes de notifications par jour. Ils reçoivent même parfois leurs devoirs le dimanche soir à 3 heures avant de se coucher, parce que un enseignant a oublié d'envoyer les devoirs le vendredi à la fin de l'école. Et donc, quand je dis ça, je cherche évidemment pas à montrer du doigt des responsabilités individuelles, mais plutôt à questionner la manière dont on l'utilise et une fois encore de changer de vision des choses en essayant peut-être d'établir des règles communes de fonctionnement. Je connais des établissements scolaires, par exemple, qui disent que oui, il y a Pronote, oui, il y a ces outils-là, mais c'est uniquement l'agenda, c'est écrit en toutes lettres dans le règlement intérieur, c'est uniquement l'agenda sur lequel les enseignants à la fin des cours donnent les devoirs qui fait foi. Ça, c'est un exemple, je trouve, qui est plutôt intelligent. C'est-à-dire que tout devoir qui serait rajouté en dehors de l'agenda, où ils peuvent juste aller vous vérifier en ligne s'ils ont oublié leur agenda à l'école, qu'ils ont bien les bons devoirs, n'a pas été fait parce qu'il a été donné en dehors des règles du jeu définies en commun. Et ça, je pense que c'est typiquement des petites choses comme ça qui peuvent permettre de remettre un cadre commun d'utilisation dans un enjeu tout simplement de cohérence. Merci. On a reçu pas mal de questions entre-temps, donc peut-être qu'on peut les prendre un peu dans l'ordre. Donc on a une première question. Pour un jeune adolescent de 12 ans, quel serait le temps préconisé, tout confondu, je suppose, sur les écrans, s'il vous plaît? Alors, elle est où cette question, que je puisse l'afficher? C'est selon le prénom. Aurore G qui pose cette question. Aurore, oui, voilà, je l'ai. Comme ça, on l'affiche, c'est plus sympa. Pour un jeune adolescent de 12 ans, quel serait le temps préconisé, tout confondu? Alors nous, vraiment, là-dessus, on est très clair à l'open, et on n'est pas les seuls. Raisonner en termes de temps d'écran, c'est pas le bon angle. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les temps d'écran ne se valent pas. Et donc, on cherche un peu à mettre des carrés dans des ronds, et c'est pas la solution. Je vais prendre un exemple concret entre son enfant qui regarde des vidéos sur YouTube d'un jeune garçon, d'un jeune journaliste comme Hugo Décrypte qui passe son temps à faire des publications sur l'actualité qui sont d'une extrême, vraiment de très haute qualité. Évidemment, la qualité de temps d'écran n'est pas la même que quelqu'un qui va passer des heures à regarder son influenceur ou son influenceuse préférée, lui proposer toutes les 5 minutes de lui vendre l'eau de son bain. C'est quand même pas la même qualité de temps d'écran. Et donc, c'est pour ça qu'on invite beaucoup, nous les parents, à se détacher de cette notion du temps passé pour s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de l'écran, à poser des questions à leurs enfants comme ils le font sur tout un tas d'autres sujets, plutôt que de s'arrêter à cette notion du temps au final qui ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça que je me permettrai, chère Aurore, de ne pas répondre à votre question de manière directe, dans la mesure où je pense que c'est pas forcément l'angle le plus approprié pour parvenir à vos fins et à votre objectif. L'objectif, c'est plutôt de sélectionner des qualités d'écran, et ça peut passer éventuellement par des moments aussi de temps d'écran qui soient partagés en famille. On avait publié en 2023 une super étude passionnante avec Netflix qui montrait que voilà, aujourd'hui, pas mal de familles aussi autour du numérique arrivent à recréer des rituels dans une logique de transmission, de partage intergénérationnel. C'est quand même sympa quand on a aimé des films, quand on était plus jeune, quand on était ado soi-même en tant que parent. Toute la série Retour vers le futur, tous ces films-là qui ont marqué des générations entières, et c'est assez sympa de pouvoir par moment partager ces moments-là avec nos enfants et dans une logique d'échange et de transmission.
Justement, on a une question qui vient juste après celle d'Aurore G, de Nawal sur la posture. Hein. Comment sensibiliser du coup les enfants sur les écrans et sans les braquer? En fait, ce qui est très particulier en France et comme dans beaucoup de pays d'Europe, mais avec une forte spécificité française, c'est que moi qui m'intéresse à ces questions depuis plus d'une quinzaine d'années, on n'a pas trop évolué là-dessus. On n'a pas trop évolué dans l'approche pédagogique. Et aujourd'hui, la triste réalité que vivent la plupart de nos enfants et de nos adolescents, c'est qu'ils passent leur temps à croiser des adultes à la maison ou à l'école, que ce soit des intervenants de l'école même ou même des associations extérieures qui viennent faire de la sensibilisation, qui leur disent uniquement ce qu'ils ne doivent pas faire avec les outils. Toutes les approches de prévention en France sont tournées autour d'interdictions et d'injonctions négatives. Faites pas ci, faites pas ça, réfléchissez avant de faire ci, réfléchissez avant de faire ça. Qui globalement est un non-sens d'un point de vue pédagogique. On ne peut pas fonder une approche pédagogique, quelle qu'elle soit, uniquement sur des interdits. Si on apprenait aujourd'hui à l'ensemble des adultes à conduire uniquement en s'arrêtant au feu rouge ou en évitant de franchir les lignes blanches, eh bien, on n'aurait pas 3000 morts par an, on en aurait 3000 par jour. Et donc, en faisant ça, en fin de compte, on ne leur apporte rien. On leur transfère aucune compétence. On leur met juste des gros warnings qui s'affichent de la part des adultes, avec derrière toutes les contradictions qu'on évoque depuis le début de ce webinaire, qui font que, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il suffit de regarder les chiffres, on en est là depuis 20 ans, ça ne fonctionne pas, cette approche. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu par rapport à ça, et en effet, ce que Nawal dit est juste, c'est-à-dire sans les braquer, ce que j'entends aussi derrière cette question, c'est peut-être aussi sans moraliser leur pratique, sans juger ce qu'ils font avec, mais plutôt en se questionnant et en se posant les questions de quand on les équipe, pourquoi faire. J'ai vu que ça avait été dit dans le chat et à juste titre, sur le smartphone. Pourquoi faire? La question à se poser, c'est pourquoi je l'équipe? Si c'est uniquement à des fins personnelles de réassurance, on a quand même des chances que ça se passe pas très bien. Et comment je l'accompagne derrière? Et comment je l'accompagne, c'est pas en lui disant ce qu'il ne doit pas faire, c'est avant tout en lui expliquant comment fonctionnent les outils et comment, en tant que parent, j'ai décidé, parce que je sais ce qui est bon pour lui, de mettre des limites, un cadre qui peut parfois passer par des interdictions, bien sûr, mais qui vont être du coup contextualisées et qui vont être cohérentes par rapport à une connaissance des pratiques de son enfant et pas sur des a priori ou des représentations. Merci. On a une question ensuite de Flavien C qui ne nous vient pas d'un parent mais d'un professionnel de la médiation numérique. Mais je pense que la réponse à cette question peut être intéressante même pour des parents. Qui dit bonjour, en tant que conseiller numérique, j'ai été contactée par la mairie pour intervenir dans les écoles pour expliquer comment bien utiliser le numérique. Des conseils. Alors là, du coup, je vous annonce que le webinaire va durer 2 heures de plus. Non, merci Flavien pour ta question. En effet, il y a de plus en plus de sollicitations des collectivités locales et territoriales pour mener ce type d'initiatives qui sont évidemment très intéressantes. Les conseils, c'est justement d'éviter de construire une approche qui soit uniquement orientée autour de l'évitement des risques et des interdits. Il faut vraiment que tu réfléchisses à construire ton approche pédagogique avec les enfants dans une volonté de leur transmettre des compétences. Donc, c'est-à-dire d'essayer de les faire réfléchir à l'impact que peut avoir certaines pratiques, certaines de leurs pratiques, certains de leurs usages, mais sans les cibler de manière individuelle, mais en les incitant à réfléchir de manière collective. Parce que, une fois encore, les injonctions sécurise ton mot de passe, réfléchis avant de publier, etc., ça ne marche pas, et ça marche d'autant moins qu'ils voient en permanence autour d'eux des adultes qui déconnent complètement avec leurs écrans dans leur pratique. Donc il faut remettre de la cohérence dans tout ça, et pour ce faire, y a pas mal d'outils qui existent. Tu peux trouver pas mal de ressources en ligne qui pourront... Il y a un médiateur du numérique qui fait partie de notre comité d'experts qui s'appelle Vincent Bernard, qui produit énormément de ressources sur son site internet pour justement permettre des interventions. En plus, elles sont en libre de droit, donc
Il faut vraiment aller piocher sur ce type de choses, de ressources en ligne. Il y en a plein, de plus en plus, heureusement. Mais avec, je pense, un prisme pédagogique qui est de sortir vraiment de cette logique de on veut les protéger et on veut leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire. Non, apprenons-leur à bien les utiliser, à bien utiliser les outils. Et je pense qu'en tant que conseiller numérique, justement, de par ta formation, tu disposes d'un certain bagage dans la compréhension des outils, des écueils, et ça devrait pas poser de problème. Merci d'avoir su répondre sans prendre 2h30. On a ensuite une question de Laetitia S qui s'interroge plus sur les réseaux sociaux et qui se demande voilà, comment contrôler l'accès aux réseaux sociaux à des adolescents. Bah, contrôler l'accès, voilà, une fois encore, c'est plutôt que de contrôler, moi je dirais, c'est accompagner. Une fois encore, dans une logique éducative, le contrôle, on est déjà dans une logique de surveillance qui sous-entend peut-être parfois un manque, enfin avec le risque d'avoir un manque d'intérêt et de se focaliser, comme je le dis depuis le début, sur du temps passé et de vouloir éviter des risques. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, Laetitia, vos enfants vont trouver des choses formidables, tout comme nous en tant qu'adultes, mais ils vont aussi trouver des horreurs. Mais les ados sont les spécialistes pour aller chercher toutes les horreurs qui existent sur Internet, parce que ça fait partie tout simplement du savoir-être adolescent. On aime bien se faire peur à l'adolescence. Dans les années 2000, les images qui étaient les plus téléchargées par les jeunes adolescents en France, c'était les images des décapitations des otages pendant la guerre d'Irak. Et ça a toujours existé. C'est aussi, si je fais un parallèle, c'est aussi un âge où on aime bien regarder des films d'horreur, etc. Ça fait partie du processus adolescent. Donc ça, il ne faut pas s'en inquiéter. En revanche, il faut accompagner. Il faut accompagner en fonction de l'âge de son enfant, mais aussi en fonction de sa maturité émotionnelle, parce qu'à l'adolescence, maintenant... l'adolescence, elle est de plus en plus longue en termes de plage. Ça démarre de plus en plus tôt et ça dure de plus en plus longtemps. Et tous les enfants ne sont pas égaux face à ça. Il y a qu'en s'intéressant à ce qu'ils font une fois encore, et parfois aussi en leur posant des questions, bien sûr, sur leur pratique numérique et en s'asseyant à côté d'eux pour non pas les fliquer, les contrôler, mais plus s'intéresser à ce qu'ils font avec les outils, que vous serez à même de comprendre et de mettre des limites. Moi, je pense que tout adulte a toute la légitimité pour regarder les réseaux sociaux de son enfant avec lui, en discuter, lui dire bah non, ça tu vois, tel contenu tu peux pas regarder, mais ça regarde, tu vois bien qu'il l'a publié, c'est peut-être pas très fiable comme source, tu ferais à ta place, je partagerai pas avec tes copains parce que ça ressemble plutôt à du complotisme, etc. Mais en fin de compte, déployer quelque chose de très empirique, de très simple, qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais en l'appliquant aux outils numériques pour remettre une fois encore de la cohérence éducative, et puis en tenant compte dès la différence d'âge des enfants et de leur maturité, parce qu'ils ne peuvent pas, évidemment, toutes et tous avoir accès aux mêmes choses, et puis en ayant évidemment certaines vigilances quand on sent que son enfant rentre dans une zone de fragilité, parce que l'adolescence, c'est une période de fragilité, on est tous passés par là, et donc ça nécessite un petit peu de vigilance parfois, mais sans basculer dans l'inquiétude qui génère souvent une sorte de paralysie et qui nous enferme dans cette posture de flicage ou de surveillance. Merci. Du coup, je pense que la question suivante est en fait déjà, enfin, on y a déjà répondu là avec la réponse à la question sur les réseaux sociaux, puisque on a une autre question d'Oranger qui demande comment permettre aux enfants de s'autonomiser dans la gestion des écrans. On a déjà dit voilà, qu'on pouvait regarder avec lui les contenus, surtout tenir compte de la différence d'âge. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été mentionnés à ce niveau-là. Bah ça, je voulais juste peut-être rajouter que ça, on peut commencer dès le plus jeune âge à autonomiser les enfants. Et souvent, notamment par rapport à ce moment de déconnexion qui parfois effraie les parents, surtout quand les enfants sont tout petits, on dit qu'on arrête le dessin animé et ils se mettent à faire des colères, etc. Donc on en déduit qu'ils sont addicts, etc. Ce genre de gros mots qu'on entend parfois. Ça, on peut l'ancrer très facilement dès le plus jeune âge de l'enfant. Par exemple, c'est en l'incitant lui-même à arrêter et en le responsabilisant et en transformant le temps d'arrêt d'écran en quelque chose d'un peu ludique. En général, les enfants, quand ils sont tout petits, ils aiment bien être valorisés au niveau de leur autonomisation. Ils sont très fiers et donc ça, c'est un petit truc tout bête. On met un réveil, un bon vieux réveil face à lui pendant qu'il regarde son écran, puis on lui montre les aiguilles et puis on lui dit bah tiens, tu vois, quand la grande aiguille elle sera là, on arrête l'écran et tu viens me le rapporter. Et en faisant ça, bah, on développe
chez le jeune enfant une espèce de rituel de déconnexion qui se fait en douceur, où on l'autonomise, on le responsabilise et en plus on transforme cette séquence en quelque chose d'assez ludique. L'enfant, surtout quand ils sont tout petits, ils sont toujours très fiers d'aller voir papa et maman pour montrer qu'ils ont respecté la consigne et la règle. Et ça fonctionne très bien. Et puis pour les plus âgés, en effet, comme tu l'as dit, j'y ai déjà répondu. Merci. Ensuite, on a une question qui fait écho à ce qu'on a dit sur la troisième conclusion du rapport, du livre blanc de l'Open, sur les injonctions contradictoires avec l'usage du temps d'écran lié à la scolarité et l'invitation à se déconnecter, de Gaëlle, du coup, qui est donc comment aborder ce sujet contradictoire de l'usage de pronotes avec l'équipe enseignante au collège, et pensez-vous que ça peut bouger au sein d'un collège ou non? Derrière un collège, il y a des êtres humains qui composent son équipe éducative et donc ils sont toutes et tous différents, ils sont toutes et tous potentiellement accessibles ou non, ils sont toutes et tous potentiellement avec des œillères, sympathiques, pas sympathiques, un peu comme nous tous. Et donc ça, c'est en essayant de manière empirique, peut-être en s'appuyant sur les associations de parents d'élèves, en essayant évidemment de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on est bien content aujourd'hui, les parents sont les premiers à aller consulter Pronote et ce genre d'outils pour aller avoir les notes de leurs enfants. Donc ne soyons pas hypocrites non plus. Ces outils apportent des avancées, des nouveautés. C'est quand même très pratique de pouvoir envoyer un message à un enseignant qui est difficilement joignable autrement par ce biais-là. C'est quand même très pratique de pouvoir envoyer un certain nombre de messages à l'école pour informer que son enfant va être absent, etc., pour tout un tas de raisons. Donc ces outils restent des outils pratiques. Là où en effet le bas blesse, c'est que parfois il y a des dérapages, des exagérations, et ça je pense qu'aujourd'hui ça passe peut-être par s'asseoir autour d'une table en début d'année le plus rapidement possible, avant que les mauvaises habitudes soient prises, avec les équipes éducatives, quelques responsables de parents d'élèves, et puis on définit un cadre du jeu, mais un cadre du jeu qui pourrait être signé par les élèves, signé par les parents et par l'équipe éducative, et en mettant en place des petites règles de fonctionnement pour éviter que ça se passe mal et que tout soit fluide, mais surtout que tout le monde ait un cadre commun d'utilisation. On voit bien qu'à chaque fois que ça dérape, c'est souvent parce que les règles ne sont pas communes, ne sont pas connues ou mal comprises. Et donc tout ça, ça occasionne des moments de friction, d'incompréhension, des antagonismes entre les parents et les équipes éducatives et qui génèrent souvent un état d'esprit un peu dommageable et délétère au sein de l'établissement. Et plutôt que d'attendre cette étape-là, je pense que c'est important de pouvoir aller frapper à la porte du chef d'établissement pour pouvoir en discuter de manière apaisée, non stigmatisante, avec l'ensemble de la communauté éducative. Alors parfois on tombe sur quelqu'un de très ouvert et de constructif, parfois c'est pas le cas, mais ça c'est la vie et il faut parfois faire preuve de pugnacité et de ténacité pour arriver à ses fins. Et puis on peut aussi, le cas échéant, si on n'est pas content, envoyer un mail au rectorat. Tous les rectorats et tous les recteurs ont des sites internet, vous avez accès aux adresses e-mail sur chaque site de rectorat des conseillers du recteur et il ne faut pas hésiter à les saisir quand il vous semble qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, non pas de manière agressive, mais juste pour en discuter et en réfléchir ensemble. Merci. On a une question de Camille Morvan qui est comment accompagner une famille dont les enfants âgés de 4 et 6 ans sont déjà accros au téléphone portable sans les braquer? Peut-être que ça rejoint déjà un peu ce qu'on s'est dit. Ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, mais c'est surtout que quand des enfants à cet âge-là sont accros au téléphone portable, ils sont pas accros, ils sont accros à une pratique qui a été mise en place par des adultes. C'est-à-dire, une fois encore, je me répète, mais aucun enfant de 4 ans n'est spontanément accro à un smartphone. Il est accro parce que parfois il voit, parce que parfois il voit ses parents qui le sont eux-mêmes. Et puis il est accro, et je pense que ça fait partie de la démarche en tant que, je suppose que Camille est professionnelle quand elle dit comment accompagner une famille. Je pense que la question à se poser, c'est toujours aller questionner la famille sur les critères motivationnels, essayer de comprendre l'enjeu et le contexte dans lequel tout ça intervient, parce que souvent derrière ces pratiques-là, il y a pas mal de biais socio-économiques qui rentrent en ligne de compte. Toutes les études le montrent. Il y a énormément de biais socio-économiques dans la manière d'utiliser les écrans de manière parfois un peu inconsidérée. Et donc ces familles qui rencontrent
difficultés ont souvent besoin d'un coup de pouce et je dirais que les problématiques au numérique sont souvent l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est pas forcément de prendre les choses frontalement avec elles concernant l'utilisation de leurs pratiques numériques, mais peut-être prendre un peu de distance, et c'est ce qui se passe dans la famille, de comprendre les enjeux, les difficultés qu'ils rencontrent, et plutôt de passer par des biais de psychosociaux, de soutien à la parentalité dans un premier temps, pour par la suite redéployer, peut-être essayer de leur filer quelques tuyaux sur comment bien utiliser et gérer ces outils, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui pas mal de professionnels se désinvestissent de ces sujets parce qu'ils ont souvent l'impression de s'immiscer dans la vie privée des gens. Mais non, aujourd'hui, évidemment que l'enjeu pour ces enfants aussi jeunes, surtout celui de 4 ans, c'est qu'ils puissent sortir dans la rue, s'amuser, voir des copains, faire du sport et ne pas passer sa vie derrière un écran, parce que en effet, sinon, il risque de rencontrer quelques petites difficultés dans son développement, et qui ne sont pas liées, une fois encore, j'aime bien mettre la nuance, à l'écran, mais bel et bien à la manière dont cet outil a été utilisé de manière parfois maladroite par certaines familles qui ont donc besoin de vos conseils. Donc sentez-vous vraiment légitime pour vous emparer du sujet, mais peut-être pas de manière frontale, et toujours en remettant l'enfant au centre. C'est-à-dire que si vous adressez à des parents en remettant l'enfant au centre et en faisant comprendre qu'en tant que professionnel, vous prenez en compte l'intérêt de leur enfant, en général, ça se passe vraiment très bien. Évidemment, si on débarque avec ses gros sabots en disant vous faites n'importe quoi, c'est là où ils le prennent parfois mal, et donc il faut apporter un discours assez nuancé et en le contextualisant par rapport à la situation que rencontre la famille. Merci. On va prendre 2-3 dernières questions maximum. On a notamment une question de Aïcha qui considère que ce sont davantage les réseaux sociaux, davantage les jeux vidéo que les réseaux sociaux justement qui sont nocifs pour l'enfant, et qui demande comment expliquer aux parents que ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont en danger, mais aussi les jeux vidéo en ligne. Alors, je ne vois pas la question d'Aïcha pour l'afficher, mais c'est pas très grave puisque tu l'as posée, je vais pouvoir y répondre. Alors, aujourd'hui, alors je vais essayer un petit peu de nuancer ces propos. Parler de nocivité d'outils numériques, il faut, enfin, quel qu'il soit d'ailleurs, d'objets culturels tels que les jeux vidéo qui sont accessibles aux enfants, il faut quand même attention aux mots, hein, les mots ont un sens. Non, un jeu vidéo à la base, il n'est pas nocif. Après ça, c'est dans quel contexte on l'utilise. Est-ce que le contenu du jeu vidéo est adapté à l'âge de l'enfant? Et là, pour ce faire, je rappelle à tous les parents qui nous regardent, qui nous écoutent, que tous les jeux vidéo sont déjà équipés depuis plus d'une trentaine d'années au dos des jeux vidéo de petits sigles qu'on appelle la norme PEGI, la signalétique PEGI, qui est un guide qui permet de choisir le jeu vidéo en fonction de l'âge de l'enfant, et qui donne aussi des indications sur les contenus auxquels l'enfant pourrait être confronté dans le cadre de son utilisation. Donc ça, c'est un outil d'aide à la décision qui est disponible gratuitement sur tous les jeux vidéo pour tous les parents. Et il faut s'en soucier quand on met un jeu vidéo entre les mains de son enfant. Vous avez aussi des systèmes de contrôle parentaux qui sont très efficaces sur les consoles de jeux vidéo et qui permettent de paramétrer les jeux vidéo auxquels son enfant peut avoir accès en fonction de son âge. C'est-à-dire qu'au moment où on crée son compte sur la console de jeu, on va le rentrer en fonction de sa date de naissance, et la console reconnaîtra elle-même les jeux auxquels il a le droit d'avoir accès. Donc voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui s'appuyer sur ce genre de choses, comme pour les réseaux sociaux, déployer un cadre éducatif et un accompagnement autour de ces petits trucs et astuces que je viens de donner, mais aussi en s'intéressant à ce qu'ils font avec les jeux vidéo. Mais non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tous les jeux vidéo sont nocifs. Après ça, évidemment, il y a des jeunes qui rencontrent des problématiques comportementales dans l'utilisation de leurs jeux vidéo qu'ils utilisent souvent de manière très excessive. Mais nous, on travaille pour ce faire avec un réseau de psychologues au niveau national. Et souvent, les familles qui nous contactent là-dessus, on les met entre les mains de personnes qui sont formées. Et ce dont on s'aperçoit dans 9 situations sur 10, c'est qu'un jeune qui développe un comportement excessif en lien avec sa pratique du jeu vidéo, c'est souvent un jeune qui est en train d'envoyer un message aux adultes qui l'entourent, à savoir « coucou, je vais pas bien ». Et du coup, je me réfugie dans mon jeu vidéo, qui est devenu un espace où je me sens mieux parce que la vie est devenue trop insupportable pour tout un tas de raisons plus ou moins graves actuellement dans mon quotidien. Et quand je dis ça, j'espère que Aïcha comprend la nuance que j'essaie d'apporter. C'est juste, si on veut pouvoir solutionner ces difficultés que rencontrent les jeunes, il faut dépasser la pratique excessive qu'ils vivent
pour s'intéresser plutôt au sens qu'il met dans sa pratique. Et toute pratique excessive, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les espaces numériques ou ailleurs chez un jeune et notamment un adolescent, doit attirer l'attention des parents. Tout comportement excessif doit attirer l'attention des parents et on doit derrière questionner le sens de cette excessivité qu'ils mettent dans leur pratique pour pouvoir les accompagner. Et avec cet exemple des jeux vidéo que je donnais tout à l'heure sur les gamins qui jouent de manière excessive, vous doutez bien que si on les emmène dans un service d'addicto, et qu'on cherche à traiter ça d'un point de vue addiction, et je rappelle que l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas scientifiquement, eh bien on risque de se tromper d'enjeu, de se tromper d'approche et surtout de ne pas répondre à la difficulté que rencontre le jeune actuellement. Donc voilà, c'est comment on calme ses inquiétudes quand on voit des comportements, et c'est normal, on est inquiet en tant que parent. On prend un peu de distance, on va voir des professionnels qui sont formés et on essaie d'accompagner tout ça en tenant compte du fait que souvent les jeunes nous envoient des messages et encore faut-il qu'on soit capable de les décrypter, de les comprendre. Merci. Je pense qu'on peut prendre la question de Pauline B parce que c'est une question intéressante qui n'a pas encore été posée parce qu'elle pose la question des ressources et elle demande conseilleriez-vous des comptes Instagram ou YouTube à visée éducative aux parents afin que les jeunes puissent obtenir de l'information fiable et sourcée? Si oui, lesquels? Alors, Pauline, j'essaie de trouver sa question, je la vois pas. À 14h33. 14h33. Je vais la trouver, 14h33. Ah bah non, moi je l'ai pas, sa question à Pauline, c'est bizarre. Bon, bah c'est pas grave. Tu peux du coup, excuse-moi, me la répéter, parce que je pensais la trouver. Pas de souci. Elle demande conseilleriez-vous des comptes Instagram ou YouTube à visée éducative aux parents, afin aussi que les jeunes puissent obtenir de l'information fiable et sourcée? Si oui, lesquels? Bah, pour moi, je vais répondre. Déjà, information fiable, tout dépend sur quel sujet. Il y en a plein qui intéressent nos enfants, nos adolescents. Mais moi, si Pauline signifie en cela quelqu'un qui traite, qui décrypte l'information pour notre enfant, pour notre adolescent, et qui le fait avec beaucoup de diligence, d'intelligence et d'éthique, pour moi, celui qui est number one, c'est Hugo Décrypte. Hugo Décrypte qui est présent sur Instagram, qui est présent sur YouTube, qui fait des interviews régulières de personnalités, qui passe sa vie à décrypter l'information et qui le fait avec un talent vraiment très 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 grand et qui dépasse même parfois l'éthique de la plupart des journalistes qu'on trouve à la télévision. Donc c'est vraiment un jeune qui est impliqué là-dedans depuis très longtemps, qui en a fait sa spécialité et c'est vraiment même beaucoup plus intéressant d'aller regarder ce qu'il raconte que d'aller regarder BFM Télé. Donc j'invite vraiment les parents qui nous écoutent, qui sont des parents d'adolescents, à promouvoir ce jeune homme qui est de plus en plus connu chez les jeunes, mais qui produit vraiment des contenus d'une très grande qualité sur des sujets très divers et variés et qui est absolument passionnant. Et c'est pour moi l'exemple type des choses positives qui se passent sur Internet et dont les parents doivent aussi savoir s'emparer avant de dire que tout ce que font leurs enfants est systématiquement soit inintéressant, soit peu probant en termes d'intérêt informationnel. Merci. Je pense qu'on va prendre une toute dernière question, une que j'avais loupée au début, une question de Guillemette qui demande moi, n'ayant plus d'enfants scolarisés, est-ce que l'école aujourd'hui propose des temps de sensibilisation sur le sujet ou pas? Je comprends pas la question de Guillemette en fait. C'est-à-dire qu'elle a plus d'enfants scolarisés. Mais elle voudrait savoir si, en tant juste que simple maman, elle peut aller assister à des événements dans un établissement scolaire, c'est ça? Ou j'ai pas bien compris? Je pense que c'est ça, ou alors est-ce qu'il y a un temps de sensibilisation sur les écrans et sur l'usage du numérique au sens large qui est fourni aux enfants dans le programme de l'éducation nationale? Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi. Oui, alors les sensibilisations, elles existent depuis 20 ans, avec le triste succès que j'évoquais en début
de webinaires en regard des approches pédagogiques qui sont souvent déployées par les associations qui interviennent, qui sont plus là pour faire peur à vos enfants et leur rappeler ce qu'ils ne doivent pas faire plutôt que de leur expliquer comment bien utiliser les outils. Donc je pense que là, il est vraiment temps collectivement de repenser la sensibilisation vers les jeunes. Mais il y a aussi au sein des programmes de l'éducation nationale ce qu'on appelle l'éducation aux médias qui est intégré depuis très longtemps, qui là aussi mériterait quand même d'être un petit peu amélioré, parce qu'aujourd'hui c'est assez dingue de penser que l'éducation aux médias par exemple n'est pas une matière à part entière, mais elle est dispatchée en fonction des profs qui souhaitent s'emparer du sujet, qui vont animer 1 heure en lien avec un cours de français sur un lien entre un livre et un média, etc. etc. Enfin en tout cas la culture, l'éveil de l'esprit critique des jeunes, etc. Donc oui, il y a des choses qui sont faites, mais en toute honnêteté, chère Guillemette, je pense qu'elles peuvent être largement optimisées et améliorées, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça porte vraiment ses fruits, sinon on ne serait pas en train de discuter tout ça tous ensemble cet après-midi. Et qu'il y a encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs. Et je trouve que parfois, la France a aussi un tort de ne pas trop regarder ce qui se passe ailleurs. Dans pas mal de pays autour de nous, il se passe des initiatives qui sont plutôt extrêmement intéressantes et qui fonctionnent un petit peu mieux. Merci. Bon, on va clôturer ce temps de questions-réponses. Merci Thomas. J'espère qu'il a permis voilà, d'éclairer certaines de vos interrogations liées à la parentalité numérique. Je vais tout de suite mettre dans le chat le lien d'un questionnaire de satisfaction portant sur ce webinaire. Et ce petit questionnaire vous permet également de donner votre autorisation pour recevoir un support qui comprendra des ressources sur les sujets évoqués aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire que je copie-colle dans le chat tout de suite. Et pour finir, on va prendre un tout petit temps pour vous présenter les bons clics. Hop. Qu'est-ce que les bons clics ? C'est une plateforme gratuite qui vous permet de progresser sur le numérique depuis chez vous. Donc, ça vous permet d'avoir accès en fait à un espace d'apprentissage qui vous est dédié, sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'exercices interactifs en libre accès, plein de ressources. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, voilà, vous pouvez taper les bons clics sur votre moteur de recherche tout de suite. Je vais vous mettre le lien également dans le chat tout de suite. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'URL si vous voulez aller voir directement. En fait, une fois que vous avez cherché les bons clics sur votre moteur de recherche, vous arrivez du coup sur cette interface qui s'affiche à l'écran. Alors, soit vous avez déjà un compte et vous pouvez cliquer sur je me connecte. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur je m'inscris. À ce moment-là, vous allez arriver sur cette page-là qui vous propose en fait deux portes d'entrée. Je suis un aidant ou je suis un apprenant. Donc, vous pouvez choisir si vous êtes parent, je suis un apprenant. Et ensuite, on vous demande simplement de renseigner votre prénom, votre nom, votre email ou votre numéro de téléphone au choix et de créer un mot de passe. On vous invite également à recevoir, si vous le souhaitez, la newsletter Les Bons Clics. Donc moi, forcément, je vous invite à cocher cette case-là pour pouvoir la recevoir. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant des prochains événements comme celui-ci qu'on organise. Et une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez sur cette page. Donc là, vous avez accès à des ressources qui sont rangées, organisées par thématique dans l'onglet Bibliothèque de contenu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une diversité de thématiques qui vous permettent de progresser sur la sécurité en ligne, sur vos démarches administratives en ligne et aussi, du coup, sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est accompagner son enfant sur les écrans. Donc, si vous cliquez sur cette thématique-là, vous arrivez sur cette page. Donc, en fait, vous avez là toutes les ressources qui existent dans la thématique. Donc, des formations interactives, des exercices ludiques. Par exemple, je peux prendre une ressource spécifique pour un peu vous montrer son contenu. Donc, on peut cliquer sur Numérique en famille, partie 1. Et ensuite, on arrive directement sur la formation. Vous avez une petite explication du contenu de la formation qui vous est proposée. Vous pouvez cliquer sur commencer et vous arrivez sur cette page.
Donc, vous pouvez voir sous le titre de la formation en haut qu'on vous indique au fur et à mesure votre taux de complétion de la formation. Est-ce que vous en êtes à 50%? Est-ce que vous avez parcouru la moitié, etc. Donc voilà, c'est des petites formations très courtes et interactives qui vous permettent de monter en compétence sur ces sujets. Et par exemple, si vous cliquez sur conseils et bonnes pratiques au sein de cette formation-là, on vous dresse un petit guide des outils parentaux qui peuvent être utilisés en tant que parent. Et une autre information intéressante, c'est que vous avez la possibilité de télécharger la fiche résumée qui résume, comme son nom l'indique, qui vous permet d'avoir le résumé de tout ce que vous avez appris pendant cette formation. Donc voilà, vous avez la possibilité de pouvoir l'imprimer. Ça peut vous aider de pouvoir potentiellement revenir dessus chez vous tranquillement pour relire. Voilà, j'aimerais aussi vous dire que vous avez accès à des articles également qui peuvent vous intéresser. En fait, quand vous arrivez sur les bons clics, vous avez un petit espace en haut à droite qui s'appelle Médias. Et donc là, vous avez accès à une diversité d'articles sur un tas de sujets, encore une fois, sécurité en ligne, action financière, mais aussi parentalité numérique. Donc n'hésitez pas à vous rendre également sur cette interface de médias-là. Hop, je vous remets encore une fois le petit questionnaire de satisfaction dans le chat. Je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire en termes d'horaire. Hop, donc n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas non plus à suivre l'agenda des événements Les Bons Clics pour tout savoir sur tous les prochains événements que nous organisons, à suivre nos réseaux sociaux Les Bons Clics, à suivre notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver le replay et des tutoriels portant sur les bons clics exact et aussi. Et je vous invite aussi à suivre la chaîne WhatsApp Les Bons Clics qui regorge de plein de bons plans et conseils. Et encore une fois, tous ces réseaux sociaux-là seront renseignés sur le support si vous remplissez le petit Google que j'ai mis dans le chat. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je remercie Thomas d'avoir été présent et d'avoir pris le temps de répondre. Merci Victoria, merci à tous pour vos questions et votre présence. Bravo à Victoria pour cette animation dynamique. Et voilà, je pense qu'on peut clôturer. Merci à vous pour vos interactions, vos questions dans le chat. Et à une prochaine fois. À bientôt.